Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi en séance, la poursuite de l'examen de la réforme électorale annoncée par François Hollande lors des États généraux de la démocratie territoriale. Hier soir, après plus de 8 heures de combat marqués par de vifs échanges, le Sénat a rejeté le scrutin paritaire, l'une des mesures phares du texte défendu par Manuel Valls. Ce mode d'élection, décrit comme unique au monde, aurait dû permettre d'élire au scrutin majoritaire un binôme homme-femme par canton. La droite a vilipendé cette innovation parce qu'elle imposait un redécoupage des cantons laissé à l'entière discrétion du ministère de l'Intérieur et qui aurait entraîné la réduction par 2 du nombre de ces cantons. L'UMP et la majorité des centristes ont voté contre, les écologistes et les communistes, eux, se sont abstenus et seuls le PS et le RDSE ont voté pour. Ce rejet est un véritable camouflet pour le gouvernement et la Chambre des collectivités territoriales qu'est le Sénat, avec notamment pour conséquence que l'élaboration d'un nouveau mode de scrutin pour les cantonales, à la suite de la suppression du conseiller territorial mis en place par Nicolas Sarkozy, reviendra maintenant à l'Assemblée nationale. Le Sénat a en revanche adopté le principe d'un renouvellement des conseillers généraux tous les 6 ans, au lieu d'un renouvellement par moitié tous les 3 ans actuellement. Tout de suite donc, direction l'hémicycle pour l'examen de cette réforme des élections. La séance est reprise. Par courrier en date du 18 janvier 2013, Monsieur le Premier ministre a fait part de sa décision de placer, en application de l'article LO 297 du Code électoral, Monsieur Martial Bourquin, sénateur du Doubs, en mission temporaire auprès de Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, et de Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Cette mission portera sur l'ordre public économique et les relations interentreprises. Acte est donné de cette communication. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 352 au sein de l'article 16 bis. Je vous rappelle donc que nous avons 9 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Et tout d'abord, donc l'amendement 352 et le sous-amendement 358 présentés par le gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste pour préciser que le gouvernement retire cet amendement et dans l'attente de la suite des débats, mais nous retirons cet amendement en l'état. Merci, Monsieur le ministre. Alors, nous en arrivons donc à l'amendement 72. Nous arrivons à l'amendement 72 rectifié. Je crois qu'il n'est pas soutenu. Le 258 rectifié est présenté par Monsieur Mézard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il s'agit simplement par cet amendement de supprimer la deuxième ligne de l'article 16 bis. En effet, si nous considérons tout à fait acceptable de diminuer le nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants, par contre, dans les communes de 100 à 499 habitants, nous avons à l'heure actuelle une difficulté puisque les maires qui sont très sollicités voient quand même assez souvent le nombre de leurs coéquipiers fondre au fil des années au cours d'un mandat et ils ont de plus en plus la charge d'avoir à assister à de multiples réunions dans le cadre de l'intercommunalité. Et dans des communes de cette taille-là, il ne me paraît pas très bon de diminuer le nombre. Voilà simplement quel est l'objet de cet amendement. Merci, chers collègues. 2 amendements identiques. Le 64 rectifié, il est présenté par Monsieur de Treigne.
Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement complémentaire dans la même logique que celui qui a été intégré dans le texte par la Commission des lois. Il concerne aujourd'hui ce qui est une strate, la strate de 500 à 1499 habitants. Il vous propose de diviser cette strate en deux parce qu'il y a quand même une grande différence entre une commune de 500 habitants et une commune de 1499 habitants et donc on vous propose d'une part de couper cette strate en deux et de réduire, dans la même logique que ce qui a déjà été inscrit, le nombre de sièges. Merci, cher collègue. L'amendement 295, il est présenté par M. Kaltenbach ou... il est défendu? Il est défendu. Excusez-moi, mais je reviens sur le sous-amendement 358 rectifié terre, qui peut être présenté, je pense, par M. Houpert. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous remercie de le prendre en compte. Parce que on parle beaucoup de seuil, mais entre 100 et 0 habitants, il y a un seuil qui est 50 et qui est pour moi important parce que il y a beaucoup de communes de moins de 50 habitants dans mon département qui ont vraiment des problèmes de quorum. J'ai même des communes de 20 habitants où il n'y a pas assez de personnes adultes pour être au conseil municipal, donc on trouve des maisons secondaires, donc il y a des problèmes de quorum. Et je suis d'accord avec M. Mézard, au-dessus de 100 jusqu'à 500 habitants, ça serait dangereux de baisser le seuil, puisque là, nous aurions des problèmes de représentation dans l'intercommunalité. Donc moi, mon seuil, c'est 50, en dessous de 57, et le reste, on ne change pas la loi. Merci. Merci, cher collègue. Et nous avons deux amendements identiques, le 259 rectifié, le 325. Le 259 tombe. Sur le 325, Madame Lipietz, il est défendu. Il est défendu. D'accord. Nous en arrivons au 65 rectifié présenté par Monsieur Détraigne, ainsi que le 66 rectifié peut-être. Oui, puisqu'on boucle l'ensemble du tableau du nombre de membres des conseils municipaux. Pourquoi je l'ai fait en plusieurs amendements? Parce que la problématique n'est pas forcément la même dans toutes les communes. Il y a certainement une constante qui est que dans les petites communes, on a du mal à constituer un conseil municipal cohérent. Dans les grandes communes, mais là je m'y connais beaucoup moins, je pense les villes. Oui, moi je suis au milieu. Dans les grandes villes, on a beaucoup de monde sans qu'on puisse dire que tout le monde soit réellement impliqué dans la vie du conseil municipal. Donc il y a certainement un juste milieu. Au travers de l'ensemble de mes amendements, je pense qu'on approche ce juste milieu. En tout cas, moi qui suis dans une catégorie où je suis j'ai aujourd'hui 27 conseillers municipaux sur le papier venant de la liste que je conduisais et de la liste qui constitue l'opposition. Quand en moyenne, nous sommes 22 présents. Je ne me plains pas parce que par rapport à d'autres collègues, je n'ai pas à me plaindre. Nous sommes 22 présents sur 27. Sur les 5 manquants, il y en a 3 qui pensent à faire un pouvoir et puis 2 dont on constate qu'ils ne sont pas là. Et ils avaient l'air tout aussi motivés au moment des élections que les autres. Mais on sait très bien qu'on a toujours une perte de motivation en cours de mandat et qu'on invente parfois, on le voit en ce moment avec l'élargissement des intercommunalités, des délégations pittoresques, en tout cas dans l'appellation est pittoresque. Hein, donc, en plus, quand on est dans une ville, les décisions sont prises par les élus, Dieu merci, mais leur mise en œuvre, c'est les services de la collectivité. Donc on ne peut même pas dire on a besoin d'eux pour monter le stand à la kermesse. C'est plus du tout ça.
Donc je crois que, pour des raisons différentes, mais d'un bout à l'autre, des tailles de collectivités, on peut alléger, pas forcément du même nombre, d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut alléger le quota prévu aujourd'hui pour constituer une liste au conseil municipal. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Nous commençons donc par le 358 rectifié. Monsieur le Président, la commission avait l'avis suivant. Elle était d'accord pour baisser le nombre de membres pour la tranche de moins de 100 habitants, 9 à 7, et pour la tranche de 100 à 499, de 11 à 9. C'est la position de la commission, Monsieur le Président. Mais je dois vous dire qu'à l'écoute du débat, je ne crois pas qu'il faille, j'allais dire, se précipiter dans une diminution globale des nombres. Et je suis même hésitant suite à une conversation sur les conséquences qu'aurait la diminution de la tranche 100 à 499. On est sur des conseils municipaux limités. Alors je serai, à titre personnel, Monsieur le Président, pour recommander la diminution pour la tranche de moins de 100 habitants et j'en resterai là pour le reste. Merci. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement avait été attentif au travail de la Commission, à savoir que l'initiative prise sur la baisse concernant les 2 premières tranches nous paraissait une initiative opportune. A contrario, continuer à appliquer cette règle sur l'ensemble des autres tranches, je pense, change un peu la nature du débat et les arguments ne sont pas de même portée. Et donc, le gouvernement souhaiterait qu'on en reste à ce que la Commission avait proposé et qui ne concernerait que les 2 premières tranches. Et de ce point de vue, nous émettons donc un avis défavorable sur l'ensemble des amendements et sous-amendements qui iraient dans un sens contraire. Merci, Monsieur le ministre. Donc, nous sommes sur le 358 rectifié terre. J'ai une demande d'explication de vote. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je vais suivre l'avis de la Commission, c'est de soutenir l'amendement de Monsieur Mézard sous-amendé. Pour une raison assez simple, mon suppléant a une commune de 24 habitants, donc 9 dans un conseil municipal, c'est très compliqué. C'est même quasiment impossible, donc je suis parfaitement ce que dit Monsieur Houpert, d'autant que dans mon département, il y a 30% des communes qui ont moins de 500 habitants et qui ont beaucoup de mal, même à donner des délégations à un certain nombre de membres de leur conseil municipal, tant l'intercommunalité a finalement rendu obsolète une partie de leurs fonctions. Néanmoins, pour la solidarité et pour le lien indispensable entre les conseillers municipaux et l'action municipale, je pense qu'il faut aussi conserver un nombre de conseillers municipaux suffisant et l'argumentaire de M. Mézard me semble particulièrement pertinent dans les communes de 500 habitants. Oui, mais c'est quand même important parce qu'il y a le lien avec la population et en milieu rural, le fait que les gens soient membres d'un conseil municipal permet de diffuser aussi l'information et de rendre un certain nombre de services. Donc, encore une fois, moi je soutiens l'amendement de M. Mézard sous-amendé par M. Houpert. Monsieur Mézard, pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je remercie le rapporteur de la Commission de son avis personnel. Je pense effectivement que c'est la sagesse de diminuer un peu dans les communes de moins de 100 habitants parce que c'est pas facile de trouver 9 personnes. Mais au-delà, faisons attention. Là, nous n'allons pas faire d'économie dans le fonctionnement de la démocratie. Nous allons écarter un certain nombre de nos concitoyens de la vie démocratique municipale. Alors j'entends bien l'argument selon lequel, parce que je le soutiens moi-même, au fil des années, il y a un certain nombre
d'élus municipaux qui s'évaporent. Mais ce n'est pas parce que vous diminuerez le nombre des élus qu'en proportion, ils ne s'évaporeront pas moins ou plus. Ça sera exactement la même chose, sauf qu'on aura un réservoir moins important. Alors certes, il peut y avoir ceux qui sont derrière qui montent, mais je crois que, justement, nous avons, et nous l'avons tous dit depuis des années, y compris lorsque nous combattions, pour certains d'entre nous, la loi RCT, nous avons, avec les élus municipaux, un moyen de relais sur le territoire, de lien social qui est inégalable et qui, celui-là, ne coûte rien. Alors pourquoi aller le démolir? Je crois que ce n'est pas une bonne image. Sous prétexte de simplification, eh bien, on va rendre un peu plus difficile le fonctionnement de nos conseils municipaux. Donc je ne crois vraiment pas qu'il faille aller sur ce terrain-là. Merci, cher collègue. Monsieur Moret. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question de la diminution des effectifs des conseils municipaux dans les petites communes, c'est une vraie question, parce que c'est une question que se posent les élus. Et j'avoue que je n'avais moi-même pas d'idée arrêtée, parce que je rencontrais des élus qui trouvaient qu'il fallait réduire le nombre de membres de leur conseil municipal, ou à l'inverse qu'il fallait surtout le préserver. Et quand j'ai vu le dispositif adopté par la commission des lois, comme je suis un adepte de la démocratie participative, j'ai adressé un mail à tous les maires concernés de mon département, et j'ai été très étonné de voir que finalement, il y avait une grande majorité d'entre eux, je ne dis pas la totalité, mais une très grande majorité d'entre eux qui ne souhaitaient pas la diminution des effectifs du conseil municipal. Pourquoi? Si je prends les principaux arguments qui ont été mis en avant, premier argument, c'est pour permettre une meilleure représentation de l'ensemble de la population, par hameau, par tranche d'âge, par origine professionnelle. Deuxième argument, c'est la question des équipes et du fait d'avoir suffisamment de personnes pour mettre la main à la pâte, parce que je vous rappelle que dans une petite commune, eh bien, très souvent, les élus mettent la main à la pâte. C'est eux qui vont aller repeindre la salle des fêtes, c'est eux qui vont tenir les bureaux de vote, et on nous dit qu'ils seront bientôt peut-être tenus jusqu'à 20 heures. C'est eux qui vont faire quantité de tâches comme celles que j'évoque. Et puis, autre argument qui est peut-être encore plus fort, c'est celui de dire, mais pourquoi on nous en veut ? On ne coûte rien, les conseillers municipaux, ça a été rappelé, sont des bénévoles. Pourquoi vouloir réduire le nombre de conseillers municipaux? Et beaucoup y voient les prémices d'une volonté que prêtent souvent les élus locaux au pouvoir central de vouloir supprimer les communes. Et donc je trouve que c'est un très mauvais signal qu'on envoie avec cet article aux communes rurales. Et je trouve que si on devait s'engager vers une diminution des effectifs des conseils municipaux, alors il faudrait généraliser à toutes les strates. Moi, je suis maire d'une commune de plus de 10 000 habitants. Personnellement, ça ne me poserait aucun problème qu'on retire quelques conseillers municipaux. Donc, s'attaquer uniquement, ou en tout cas viser par cet article uniquement les communes les plus petites, je trouve que c'est un mauvais signal. Et donc, pour cette raison, je suis défavorable à l'article et à l'ensemble des amendements. Merci. Monsieur Laménie, à la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Bon, c'est sûr qu'au niveau de cet amendement, et je rejoins aussi, et je comprends notre collègue Houpert. Bon, après, pour jusque 100 habitants, est-ce qu'on doit réduire en deux tranches, moins de 50 habitants et jusque 100 habitants? C'est pas simple, hein, je reconnais que c'est vraiment pas simple. De l'autre côté, j'ai entendu l'intervention de Monsieur le rapporteur, et c'est vrai que le mérite dans ce texte revient à l'ensemble des collègues de la commission des lois, et je dirais ils ont aussi passé beaucoup d'énergie à vraiment essayer d'améliorer ce texte. Et je crois qu'il ne faut pas réduire beaucoup. Et je crois que la solution proposée par le rapporteur est souci ou la sagesse, je vais dans ce sens aussi. Bon, c'est sûr que pour les communes de moins de 100 habitants, on a parfois, souvent même, du mal à trouver les quelques bonnes volontés. Et c'est pas simple, hein, c'est pas le tout de dire je veux être au conseil municipal. Après, il faut aussi s'investir et travailler bénévolement. Hein, je crois que
tous les collègues l'ont dit, et je le redis vraiment aussi avec beaucoup de force et beaucoup de conviction, parce que tout repose, mais c'est aussi la richesse de cette implication dans nos petites communes et l'implication des bonnes volontés. Mais c'est pas simple, et c'est vrai qu'après, dans la tranche 100 à 500 habitants, je crois réduire encore plus, c'est pas évident, parce que je dirais, bon, souvent, il y a le maire, des fois un adjoint, voire 2 adjoints, mais guère plus. Et puis après, il faut aussi vraiment que les collègues du conseil municipal s'impliquent bénévolement, parce qu'après, il y a toutes sortes de délégations qui s'ajoutent dans les charges de représentativité ici et là. Ce qui se passe dans la commune, on trouve encore quelques bonnes volontés quand c'est dans la commune siège, mais après, quand il s'agit de se déplacer à différentes réunions extérieures, là, il y a moins de volontaires pour le faire. Et c'est là qu'on voit que l'échelon de base qu'est nos communes, c'est vraiment l'échelon de proximité, d'efficacité, et qu'on tient vraiment toutes et tous à défendre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le débat a permis l'échange d'arguments intéressants dans un souci de prendre en compte les arguments qui ont été échangés. Le gouvernement, sur l'amendement de M. Mézard, s'en remet à la sagesse de votre Assemblée. Sur l'amendement de M. Mézard. Bon, je voudrais simplement vous dire que, Monsieur le ministre, vous aviez retiré en fait votre amendement 352. Oui. Donc le 358 rectifié est tombé. Donc nous sommes en fait sur le 64 rectifié. Voilà. Donc, je ne sais pas. Alors, il y avait quelques personnes qui voulaient intervenir. Ils vont peut-être vouloir intervenir. Donc, mais je recadre bien sur le 64 rectifié. J'avais une demande de parole de Monsieur Hyest. Oui, Monsieur le Président, je pense que les explications de vote voteront pour tous les amendements, parce que tout ce qui a été dit, parce que si on recommence à chaque fois, on sera encore là de m'asseoir. Franchement, il y a quand même, on a quand même intérêt à synthétiser un petit peu les propos. Monsieur le Président, je fais 2 observations. Moi, j'étais d'accord avec le point de vue de la Commission. Je crois que dans les très petites communes, il y a quand même un problème de trouver des conseillers. Moi, je connais des cas, il y a des communes de 35 habitants, de 60 habitants. On n'arrive même pas, franchement, c'est très difficile de trouver 9. Et puis certains, en plus, ne voulaient pas que ce soit ceux de la même famille. Alors là, c'était la fin des haricots. On ne pouvait plus composer le conseil municipal. Mais j'observe, et ça va nous poser un problème, veuillez m'excuser, on a fixé le seuil à 1000 pour le scrutin de liste. Or, le seuil de 1500 existe pour le nombre de conseillers municipaux. Donc, il y avait, selon, à 1000, il y aura un scrutin de liste, mais c'est le même nombre qu'à 1500. Vous voyez la difficulté. C'est pour ça aussi, et je ne l'ai pas dit ce matin, j'ai eu tort. Pourquoi on avait aussi proposé 1500? Parce que c'était un seuil en fonction du nombre de conseillers municipaux. Ça avait quand même sa logique. Parce que ça veut dire que pour la même tranche, il y aura liste ou pas liste. Et c'est quand même un petit peu curieux, vous avouerez, de créer ce qui existait déjà pour 2500, 3500. Et on l'a supprimé, mais on a créé une nouvelle disparité. Je voulais le noter quand même. La parole est à Monsieur Houpert. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je reviens sur mon sous-amendement parce que je pense qu'il est important. De chaque côté de l'hémicycle, on a parlé de quorum, difficulté d'avoir un quorum et de baisse de motivation en cours de mandat. Et je pense que la masse critique, c'est 50 habitants. Parce qu'en dessous, c'est la quadrature du cercle. On ne trouve pas 9 conseillers. C'est pas possible. Et élargir la baisse à 9 jusqu'à 500, je pense que c'est excessif parce que nous aurons des problèmes de représentation dans les intercommunalités. Voilà. Merci. Merci. J'avais une demande de parole de M. Kaltenbach. Le groupe socialiste va se rallier à la proposition du rapporteur en votant donc l'amendement de M. Mézard de façon à ce que la seule baisse soit pour les communes de moins de 100 habitants où on passerait de 9 conseillers à 7 conseillers. Je crois que tout ce qui a été dit dans l'hémicycle montre bien que c'est une diminution indispensable. Et ensuite, bien, pour le reste du tableau, je crois qu'il faut attendre de voir où s'établira le seuil et
quels débats auront lieu à l'Assemblée. Puis ensuite, en seconde lecture, on pourra revenir peut-être éventuellement à la marge. Le groupe socialiste avait déposé un amendement de coordination pour que, en effet, comme l'a souligné le sénateur Hyest, il y ait au passage du seuil à 1000 un nombre de conseillers différents. Donc on avait proposé sur l'amendement 295 d'avoir une tranche intermédiaire entre 500 et 1000 à 13, puis de 1000 à 1500 à 15. Donc nous retirons cet amendement et nous verrons en seconde lecture s'il y a lieu de revenir sur ce débat. Et le groupe socialiste votera contre tous les amendements, sauf celui de M. Mézard. Merci. Monsieur Sido, à la parole. Oui, Monsieur le Président, j'allais dire deux choses. La première, c'est celle que vous avez dite, mais je voudrais rajouter, c'est-à-dire que le gouvernement ayant retiré son amendement, naturellement, le sous-amendement de M. Houpert tombe, quelles que soient les qualités, d'ailleurs, de l'amendement de M. Houpert et la qualité de M. le sénateur Houpert. Mais d'ailleurs, je peux lui dire qu'il peut sous-amender en séance un autre amendement, d'ailleurs. C'est une proposition que je lui fais. Le deuxième point, j'allais dire exactement la même chose que M. Kaltenbach. Je soutiens effectivement la Commission, c'est plus simple. Et au fond, l'argument de M. Mézard de dire qu'il y avait une évaporation apporte de l'eau au moulin, de dire qu'il en faut plus pour que finalement, à la fin, on en ait suffisamment. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Monsieur Masson a la parole pour l'explication de vote. Oui, moi je pense que ce n'était pas obligatoirement nécessaire de mettre en cause dans ce projet de loi les répartitions de nombre de sièges dans les petites communes. Et ce qui pose un petit peu problème, c'est que on cible les petites communes sans rien voir dans d'autres communes. Et moi, je pense que non seulement on pourrait réfléchir dans une logique de bonne administration et surtout d'économie des fonds publics à réduire les effectifs dans les grandes communes, mais aussi dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux. Et il y a peut-être plus d'argent à ce niveau-là à économiser dans la logique de bonne gestion des fonds publics que d'évoquer le problème des petites communes. Alors, ceci étant, moi je crois que, bon, à la limite, pour les communes de moins de 100 habitants, les faire passer à 7, c'est pas aberrant parce que, bon, dans le département de la Moselle, il y a des communes qui ont 20 habitants. Bon, quand il y a 20 habitants, j'ai une commune, alors quand j'étais député, elle avait 20 habitants et toujours 21 électeurs. Hein, et 20 habitants, 21 électeurs, enfin, il se trouve qu'il devait y avoir un propriétaire foncier qui était électeur dans la commune. C'est quand même pas facile pour trouver 9 personnes à ce niveau-là. Et actuellement, même en Moselle, il y a des communes, quand vous venez dans ces petites communes, il y a, vous allez chez le maire, il y a la femme du maire, la fille du maire, etc. Vous voyez la moitié du conseil municipal, parce que, compte tenu que les communes, il n'y a presque pas d'habitants, ils sont bien obligés d'avoir des gens dans la même famille, quoi. C'est une ou deux familles qui constituent à elles seules le conseil municipal. Merci. Alors, si vous le voulez bien, nous reprenons tous dans l'ordre. Ah pardon, Monsieur Détraigne, excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai encore le droit de parler parce que j'ai présenté mes amendements, mais je voulais dire un argument qu'on a peu entendu à propos du 64 rectifié, parce que je crois que c'est sur celui-là que l'on est. Ouais, mais je peux parler du 64 absolument. Rectifié maintenant. Tout à fait. Je disais tout à l'heure qu'il coupait en deux strates. Une strate actuelle qui va de 500 à 1499 habitants. Nous avons en fin de matinée instauré à partir de 1000 habitants un mode de scrutin différent de celui qu'il y a entre 500 et 999 habitants. Je crois que cela renforce la nécessité de voir la répartition. Pourquoi? Ça a été dit ce matin. Dans les opposants à l'extension du scrutin de liste, c'est quoi? La difficulté de constituer les listes et dire si on abaisse trop le seuil du scrutin de liste, il n'y aura plus qu'une liste, ça sera déjà suffisamment difficile à faire et il y aura un désintérêt de la population pour les élections municipales alors que c'est l'élection qui tient le plus à cœur aux habitants de nos communes. Je pense qu'il faut prendre ça en compte. Et alors, bon, sur les petites strates, d'accord, il faut peut-être simplement enlever en dessous de 100. Mais moi, je vous mets en garde,
si on ne modifie pas un petit peu à la baisse au-dessus de 1000, l'argument que je viens de vous dire et que j'ai beaucoup entendu dans mon département, et je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous, en province en tout cas, l'ont entendu, cet argument va remonter. Et va, alors qu'on a voté sans trop de difficulté ce matin l'abaissement du seuil de scrutin 10. Donc je crois qu'à partir de 1000, il serait bien de regarder ce que je vous propose de près. Merci, chers collègues. Alors, nous allons voter sur donc, le 258 rectifié, appelé amendement Mézard. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever. Je crois qu'il est adopté à l'unanimité. Donc, je rappelle que l'amendement du gouvernement a été retiré, le 358 tombé. Nous en arrivons donc au 64 rectifié. Plus de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. S'il vous plaît, que ceux qui sont pour veulent bien lever la main. Le 64 rectifié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il est adopté. Le 325, pas de demande d'explication de vote. Il est tombé? Oui, il tombe, oui. D'accord, absolument. Et nous en arrivons au 65 rectifié. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont pour veuillent bien lever la main. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Sur le 66 rectifié, même vote. Même vote. Nous votons sur l'article 16 bis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Il est adopté. Article additionnel après l'article 16 bis. L'amendement 180 rectifié qui est présenté par Monsieur Masson. Oui, le projet de loi que nous examinons cible surtout les communes qui sont au-delà du seuil où sera appliqué la proportionnelle, le système proportionnel avec prime majoritaire. Mais dans les petites communes, il est absolument impératif, et tout le monde l'a dit ce matin, il est absolument impératif de mettre un peu d'ordre dans le mode de scrutin qui est hérité de la période du début du XIXe siècle avec tous les aléas qui peuvent se poser à ce niveau-là. Et en particulier, je pense que dans un souci de clarification, quelqu'un qui n'est pas candidat au premier tour ne doit pas pouvoir être candidat au deuxième. Parce que c'est complètement aberrant de vouloir de dire tiens, moi je ne m'intéresse pas aux élections, etc. Puis tout d'un coup, au deuxième tour, de se réveiller et dire moi je vais être candidat. Dans aucune élection, prenez que ce soit les élections présidentielles, les législatives, les cantonales, les régionales, dans aucune élection, sauf les municipales des petites communes, il est possible de ne pas être candidat au premier tour et puis de venir brouiller les cartes au deuxième tour. Alors je pense que ce n'est pas bon du tout et c'est le sens de l'amendement que je présente à ce niveau-là. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est défavorable? Monsieur le ministre? Défavorable. Pour explication de vote, Monsieur Sido. Merci, Monsieur le Président. Il y a une méthode de la part de Masson de faire une erreur législative, parce que dans les élections sénatoriales où il y a une élection uninominale à 2 tours, on peut être candidat uniquement au deuxième tour. Par conséquent, son explication ne tient pas la route. Et pour revenir à l'objet de son amendement, pour des raisons de parallélisme des formes, j'estime qu'on peut très bien dans les petites communes être candidat au deuxième tour sans l'être au premier tour, dans la mesure où on a pu constater qu'au premier tour ça n'allait pas. Eh bien, une personne sort pour le deuxième tour, donc je suis contre cet amendement. Merci, chers collègues. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 16 bis. L'amendement 382 est présenté par Monsieur le rapporteur au nom de la Commission des lois. Monsieur le Président, c'est un amendement de conséquence qui
vient suite à l'évolution du nombre de délégués des conseils municipaux dans le collège électoral des sénateurs. Simplement pour indiquer que le nombre de délégués sénatoriaux par commune reste inchangé par rapport au droit en vigueur, malgré les modifications que nous venons de décider. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Favorable. Avis favorable. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Unanimité, je vous remercie. Amendement sur l'article 17A, mais j'ai d'abord une demande de parole de monsieur Jean-Louis Masson. Oui, disons que cet article, je l'approuve tout à fait, car il entre dans la logique que j'ai expliquée à l'instant, qui consiste à mettre un peu d'ordre dans les systèmes de présentation de candidatures et dans l'organisation des élections municipales dans les petites communes. Je pense que c'était absolument indispensable, sous la réserve que les solutions retenues aussi bien dans le projet gouvernemental que dans ce qu'a décidé la commission des lois, ne vont pas assez loin. Je pense qu'on devrait, c'était l'objet du présent amendement et j'en ai plusieurs que je voudrais présenter, et c'est la logique du système. Je pense que le mode de scrutin dans les petites communes doit être recadré et nettement mieux recadré que ce qu'il l'est dans le projet que nous examinons. Merci. Alors, l'amendement 364 est présenté par monsieur le rapporteur au nom de la commission des lois. Monsieur le Président, il s'agit d'un amendement de conséquence de la modification qui est proposée à l'article 17. La Commission a regroupé à l'article 17 le régime de l'obligation de candidature dans les communes de moins de 1000 habitants. En conséquence, elle est défavorable à l'ensemble des autres amendements à cet article 17A. Merci. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement n'est pas favorable à l'amendement qui est présenté par le rapporteur, c'est-à-dire le 364, puisque le gouvernement souhaite émettre un avis favorable sur un amendement qui a été déposé par Monsieur Mézard sur le même sujet, qui serait l'amendement numéro 261, qui est plus complet et qui vise un objectif sur lequel le gouvernement souhaite donner un avis favorable. Donc, en l'état, le gouvernement suggère le retrait de l'amendement numéro 364 au profit d'un avis favorable qu'il donnera sur l'amendement numéro 261. C'est ça. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, vous. Monsieur le Président, j'avais cru comprendre que l'amendement que j'ai présenté au nom de la commission des lois paraît plus complet que l'amendement de Monsieur Mézard. Et cela m'arrive exceptionnellement. C'est pour ça que j'hésite à le dire aussi clairement. Il était déjà bien complet. Le mien est complet plus. Bon. Donc je n'arrive pas à comprendre que le gouvernement fasse un choix différent, mais c'est sa liberté. Hein. Donc je ne suis pas favorable avec celui de M. Mézard parce que je préfère le mien. C'est aussi simple que ça. J'ai bien compris, monsieur le rapporteur, que vous le mainteniez. Vous le maintenez. Ouais, ouais. Monsieur le ministre, sur le complet, plus complet. En l'état de la situation et les deux amendements coexistants, le gouvernement maintient sa position sous réserve de l'évolution du débat. Très bien. Alors, nous allons d'abord donc nous prononcer sur le 364. Que ceux qui souhaitent adopter l'amendement 364 veuillent bien lever la main. C'est l'amendement de la commission. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Merci. Que ceux qui sont contre, veuillez bien lever la main. Eh bien, l'amendement est adopté. Et l'article, donc, est supprimé. Une parole de M. Masson sur l'article 17. Sur l'article 17, j'ai donc une demande de parole de M. Masson. Article correspond, enfin comme je l'ai dit tout à l'heure, cet article correspond à mon souhait de voir recadrer un petit peu le système électoral et donc je me réjouis de cet article que je voterai, que je tiens à voter, mais je crois qu'il serait peut-être pertinent d'aller un peu plus loin, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'anomalies qui continuent à subsister et je crois qu'il faut aussi mieux recadrer les dépôts de candidature, les déclarations de candidature, car ça permettrait, en recadrant les conditions de dépôt de candidature, en donnant plus, notamment que les candidats soient obligés de signer leur candidature, etc., cela permettrait de mieux clarifier les choses. Merci, chers collègues. L'amendement 121 tombe et nous avons donc 8 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Et tout d'abord 3 amendements identiques. Le 221 est présenté par Monsieur Bocquet, Madame Kuckerman. Le 221, Madame Kuckerman. Le 221. Il est défendu ? Il est défendu ? Il est défendu. Merci. Le 331 rectifié est présenté par Monsieur Détraigne ou par Monsieur Moret ? Par Monsieur Détraigne. Un peu là. Oui. C'est un amendement qui propose de supprimer les alinéas 4 et 5, j'allais dire par mesure de simplification, que les règles soient les mêmes dans toutes les communes de moins de 1000 habitants, qui sont d'ailleurs des communes qui ont le même mode de scrutin. Voilà. L'amendement 356 présenté par le gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a été attentif à l'intention de la commission des lois de prévoir le dépôt de candidatures dans toutes les communes. Il nous semblait effectivement nécessaire de mettre fin à cette tradition conduisant à ce qu'une personne non candidate puisse tout de même être élue. Mais il paraît nécessaire d'harmoniser les exigences applicables à ces communes. Ainsi, les 4e et 5e alinéas de l'article 17 tels qu'ils sont rédigés renvoient aux formes prévues par les 5 premiers alinéas de l'article L265 du Code électoral. Or, cet article renvoie lui-même à d'autres articles du Code électoral qui imposent notamment le dépôt de listes complètes et paritaires. Il ne semble pas que telle ait été la volonté de la commission des lois. En effet, imposer de telles conditions alors que dans ces communes, les candidatures ont parfois de la peine à émerger constituerait un risque pour le pluralisme et pourrait donc conduire à l'absence de candidature. Le gouvernement propose donc de supprimer ces 2 alinéas. Merci, Monsieur le ministre. L'amendement 365 est présenté par Monsieur le rapporteur de la commission des lois. Monsieur le Président, cet amendement fait l'objet d'un retrait de ma part. Moi, je suis d'accord avec la proposition présentée par le gouvernement, qui évoque d'ailleurs celle qu'avait présentée Madame Asensi. Va dans le même sens. Voilà. Le 200 rectifié tombe. Le 129 rectifié terre est présenté par Monsieur Détraigne. Oui, c'est un amendement qui prévoit la déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin pour les communes de 500 à 999 habitants, comme c'est le cas pour les communes de moins de 500 habitants.
ou comme ce sera le cas pour les communes de moins de 510 habitants, et pour celles de plus de 1000 habitants. Il ne me paraît pas logique de faire une différence de traitement pour cette seule strate. L'amendement 380 est présenté par Monsieur le rapporteur au nom de la commission. Il est retiré ou... Il n'est pas retiré. D'accord. Donc il est défendu et j'ai un sous-amendement de Monsieur Masson qui est le 374 rectifié. J'avais moi-même déposé un amendement sur le problème de l'affichage, mais qui est tombé dans l'article précédent. Et j'avais déposé un amendement 374 et je l'ai transformé en sous-amendement pour le faire subsister. Je pense qu'il convient, toujours dans la logique d'éviter de clarifier un petit peu les élections municipales dans les petites communes. Je pense qu'il est très important de prévoir que les gens ne puissent pas être candidats dans plusieurs communes, ni dans plusieurs sections électorales, parce qu'il y a des communes, il y a certains départements où il y a beaucoup de sections électorales, et sinon une même personne pourrait être candidate dans 2 sections électorales de la même commune, ce qui n'est pas interdit actuellement. Et je pense que là aussi, il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent, et que, ma foi, on ne puisse pas être candidat au moment des élections municipales dans plusieurs endroits différents. Merci, cher collègue. Alors, Monsieur le rapporteur général, l'avis sur l'ensemble des amendements? D'accord. Et donc, sur les autres, de toute façon, oui, c'est patient. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Donc, l'avis du gouvernement est également favorable sur le sous-amendement de Monsieur Masson et pour l'adoption donc de l'amendement que nous avions déposé, ainsi qu'un amendement favorable sur l'amendement qui avait été déposé par 380. Voilà, pour ceci. Si nous votons les 3 premiers, les autres tombent, sauf à partir du 380, sous-amendé par Monsieur Masson. C'est ce qui explique effectivement les prises de position de la Commission et du gouvernement. Donc je vous propose, si vous le voulez bien, de voter dans un premier temps sur l'amendement 221, 331 rectifié, 356 identiques, qui proposent la suppression des alinéas 4 et 5. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? S'il n'y en a pas, que ceux qui sont pour adopter ces amendements veuillent bien lever la main. Merci. Ils sont adoptés. Donc le 365 était rectifié, le 200 était tombé, 129 rectifié tombé, et nous en arrivons donc au 380 pour lequel nous avons un avis favorable du gouvernement, et d'abord le 374 sous-amendement pour lequel nous avons 2 avis favorables. Sur le 374, explication de vote de Monsieur Longuet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon cher collègue, votre sous-amendement 374 me rend perplexe. Me rend perplexe parce que on ne peut être électeur que dans une seule commune, on peut être élu dans différentes communes. Le mandat local est un mandat de gestion. Qu'une personnalité qui est éligible dans plusieurs communes veuille répartir ses risques en confiant aux électeurs des différentes communes le choix de lui indiquer la commune dans laquelle on va le retenir ne me paraît pas choquant. Nous ne sommes pas dans la logique de la Troisième République où, jusqu'à un certain moment, auquel il a été mis fin par les excès du général Boulanger, qui avait transformé les élections législatives en plébiscites nationaux par le jeu de la multicandidature. Je crois que le général Boulanger avait été candidat dans plus de 70 circonscriptions, faisant ainsi un appel direct au peuple. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous sommes dans le cas de figure de quelqu'un qui a des intérêts légitimes dans des communes dans lesquelles il n'est pas électeur, mais il est éligible. Qu'il laisse aux électeurs le soin de savoir s'il est un administrateur, après tout, c'est une responsabilité qui appartient aux électeurs. Je ne vois pas malice à être candidat
dans plusieurs communes ou sections de communes, puisqu'on remet aux électeurs le soin de vous désigner. Il est évident que s'il était élu dans plusieurs communes, ça impliquerait un problème de choix. Et c'est sans doute un cas de figure qui doit être réglé, puisque aujourd'hui c'est possible. Si ce n'était pas possible, vous n'auriez pas présenté votre sous-amendement. Il est donc possible d'être élu dans plusieurs communes. Et on fait évidemment confiance à la libre responsabilité du conseiller élu sur la commune qu'il choisit. Et donc, je pense très honnêtement que ce côté anecdotique, qui n'a pas de dimension politique, pourrait être toléré. C'est la raison pour laquelle, une fois n'est pas coutume, je ne vous soutiendrai pas dans ce texte sur votre sous-amendement. Merci, chers collègues. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Nous votons sur le 374 rectifié. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Eh bien, il est adopté. Nous votons maintenant sur le 380. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement est adopté. Nous votons maintenant sur l'article 17. Pas de demande d'explication de vote. Si, Madame Longuet. Madame Goulet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne voudrais pas rallonger inutilement ces débats, mais l'amendement de suppression de l'article 17A a fait en sorte que les amendements, notamment le 91 rectifié de Monsieur Jarlier, co-signé par moi-même, tombent. S'agissant des modalités obligatoires des candidatures pour les petites communes, et j'espère que la deuxième lecture nous permettra de vérifier, puisqu'il y a la déclaration obligatoire, mais il y a aussi les modalités de cette déclaration, notamment le dépôt effectué en sous-préfecture et la nécessité des délais pour respecter les campagnes dans les petites communes, parce que finalement on a cette obligation, mais on a toujours des risques, et précisément la série d'amendements déposés par Monsieur Jarlier, donc le 91 rectifié, le 172 rectifié et le 128 permettaient, c'est de là, pardon, 172 rectifié et 91 rectifié permettaient d'apporter des précisions quant aux modalités de candidature pour éviter des candidatures éventuellement fantaisistes, comme nous pouvons en avoir parfois dans des communes, et des candidatures sauvages entre guillemets. Donc j'espère que la seconde lecture permettra de déplacer ces amendements qui étaient prévus sur l'article 17A supprimé à l'article 17 quand il nous reviendra de l'Assemblée. Et je remercie le gouvernement de nous avoir donné une lecture complète et non pas une procédure d'urgence sur ce texte qui est extrêmement important. Merci Madame Goulet. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent... Monsieur le rapporteur. Une précision par rapport à ce que je viens d'entendre, parce que dans l'amendement de M. Mézard figurent toutes les dispositions que souhaite Madame sur les modalités de déclaration de candidature. Précision, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, pour dire à Monsieur le rapporteur que effectivement c'était la raison pour laquelle tout à l'heure j'avais marqué dans un premier temps la préférence pour la rédaction qui était proposée par Monsieur Mézard, qui donnait les précisions qui paraissent nécessaires pour compléter l'intelligibilité de la loi, dans tous les cas sa précision. Donc je pense que nous pourrons en cours de la navette rapprocher nos points de vue, parce que l'objectif semble le même, sauf qu'il y a pu y avoir une incompréhension sur la manière d'y parvenir. Merci Monsieur le ministre. Alors nous votons sur l'article 17. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre, il est adopté. Article additionnel après l'article 17. 3 amendements font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 181 est présenté par Monsieur Masson. Oui, Monsieur le Président, je voudrais évoquer un problème qui se pose dans les petites communes et où l'absence d'information de beaucoup d'électeurs et de beaucoup d'élus conduit souvent à des situations aberrantes. En effet, actuellement, quand on imprime un bulletin de vote avec plus de noms que de sièges à pourvoir, ou lorsque l'électeur rajoute des noms, eh bien, le bulletin n'est pas nul, ce sont les derniers noms figurant sur le bulletin qui sont annulés. Alors, ça pose deux problèmes, parce que d'abord, quand
quand les noms sont sur 2 colonnes, est-ce que ce sont les 3 derniers de la colonne de droite, ou mettons les 4 derniers de la colonne de droite, ou les 2 derniers de chacune des 2 colonnes? Alors ça, c'est un débat inextricable. Et en plus, la quasi-totalité de nos électeurs ne savent pas ça. Hein. Et donc, dans beaucoup de communes, par exemple, il y a des gens qui font des bulletins de vote et qui, pour s'associer le maximum de personnes qui les font, leur disent bah, tiens, on te mettra sur la liste, etc. Mais qui prennent soin, bien évidemment, hein, de rien dire à personne et de se mettre devant, en sachant très bien que comme les électeurs ne sont pas très bien informés, 9 fois sur 10, la moitié des bulletins qui sont mis sont des bulletins en bloc sans ajustement du nombre de noms, sans rayer suffisamment de noms pour correspondre au système. Et je pense que c'est presque une entourloupe dans certains cas lorsqu'il y a peu de gens. Et en plus, alors en toute bonne foi, il y a des maires et des adjoints qui ne le savent même pas. Moi, j'étais dans une petite commune de mon département, enfin une commune de 800 habitants de mon département, il y a 3 jours. Bah, le maire est tombé du ciel quand je lui en ai parlé. Hein, lui, il ne le savait pas et son adjoint ne le savait pas non plus. Donc je crois que là, il faut qu'on veille à la transparence du scrutin, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, etc. Et cet amendement contribue à cette logique de transparence. Merci, chers collègues. L'amendement 353 est présenté par Monsieur le ministre pour le gouvernement. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à ne pas prendre en compte dans les bulletins de vote aux élections municipales les noms des personnes qui n'auraient pas souscrit à l'obligation de dépôt de candidature. Dans sa rédaction des articles 17A et 17 du présent projet de loi, tel qu'il résulte des travaux de la Commission, une déclaration de candidature en préfecture ou sous-préfecture est obligatoire dans toutes les communes pour l'ensemble des candidats. Il semble donc logique que les électeurs puissent connaître à l'avance le nom des candidats de façon à pouvoir faire leur choix de manière éclairée. Dès lors que les personnes non candidates n'auront pas vocation à être élues, le présent amendement est donc un amendement de cohérence avec la logique et qui préside à nos travaux. Merci Monsieur le ministre. Et en sous-amendement, l'amendement 379 présenté par Monsieur Masson. Oui, Monsieur le Président, ce sous-amendement, en fait, correspond à un amendement que j'avais déposé, mais qui est tombé. Hein, et donc, j'ai utilisé la logique du sous-amendement pour revenir, je dirais, à la charge sur mon sujet. Alors, c'est très bien que la voix exprimée pour quelqu'un qui n'est pas candidat ne compte pas, mais je pense que il convient de beaucoup mieux clarifier et de considérer le bulletin comme nul. Si sur un bulletin de conseil régional ou un bulletin même de conseiller général ou de député, bah, vous rayez le nom du suppléant ou vous remplacez le suppléant par quelqu'un d'autre, bah, le bulletin est nul. Bon, et je pense que ça serait encore plus fort hein, d'ajouter non seulement ce qui nous est proposé, mais de prévoir que le bulletin est nul. Et à ce moment-là, les gens feraient certainement beaucoup plus attention à ce qu'ils font. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission, s'il vous plaît? La Commission a rendu un avis défavorable, Monsieur le Président. Sur l'amendement 181. Sur le 180, sur le 379 et favorable sur le 353 du gouvernement. D'accord. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Évidemment, le gouvernement est favorable à son amendement et défavorable aux 2 sous-amendements. Merci. Donc nous allons voter sur l'amendement 181. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Pardon, Monsieur Sido, pour explication de vote. Oui, explication de vote sur l'amendement 181, parce qu'il se trouve que dans les communes où il n'y a pas de liste, et pour éviter de politiser les élections, souvent, même dans les petites communes, et tout le monde le comprend, sauf en Moselle apparemment, tout le monde le comprend, on peut être plus de candidats que de sièges à pourvoir. Et c'est ce qu'on appelle les listes ouvertes, effectivement. Et nos électeurs comprennent très bien, même dans les communes de 100 ou 200 habitants. Il se trouve que pour être parfaitement démocratique, en plus, ces listes sont faites par ordre alphabétique. Et que je me trouvais sur cette liste et que je m'appelle Sido, j'étais en queue de liste alors que j'étais candidat, vraiment candidat. Donc, à vrai dire, nos électeurs comprennent parfaitement. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, pardonnez-moi cette expression. Ils comprennent parfaitement tous ces mécanismes électoraux et ils savent parfaitement ce qu'ils veulent. Par conséquent, je suis particulièrement contre cet amendement 181.
Merci, cher collègue. Monsieur Laménie, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Dans la continuité, je dirais, de notre collègue Bruno Sido, et justement dans le cadre de cet amendement, je dirais, je voulais aussi faire part un peu d'un témoignage et justement ce principe de liste ouverte. Bon, c'est vrai que je dirais, dans ma modeste commune, c'est un peu le système. Ça a son bon et son mauvais. Bon, on n'écarte personne. Bon, on met, je dirais, les conseillers municipaux sortants, bon, avec le maire sortant et les conseillers municipaux sortants, puis après on l'ouvre aux personnes dites de bonne volonté. Donc, après, c'est sûr qu'on peut se retrouver avec, pour 11 postes à pourvoir, avec une liste, par exemple, de 15 noms, mais c'est pas du tout, je dirais, pénalisant, parce qu'à un moment donné, il suffit dans l'information. Bon, on est pour l'information, la transparence, je crois que, et même pour nos petites communes, je crois que c'est important aussi de communiquer. Il faut réellement communiquer. Je dirais, suffit que quand on distribue les papiers, toute boîte, je dirais, on met un petit bulletin complémentaire, ne laissez que 11 noms au maximum. Bon, à la limite, après, et on s'aperçoit que, je dirais, sur les listes, quand on fait le dépouillement, il y a souvent pas mal de noms qui sont rayés, et des fois, il reste que 5 noms, 6 noms, 7 noms, et on est à chaque fois en dessous même des 11. Donc, je dirais, je rejoins mon collègue Bruno Sido, et c'est vrai, on peut comprendre aussi cet amendement, mais donc je serai aussi défavorable par rapport à cet amendement. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Le sous-amendement 379, que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. L'amendement 353, même vote. Non, pardon, pas même vote. Non. Nous allons voter. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement est adopté. Article additionnel après l'article 17, le 287 tombe. Nous en arrivons à l'amendement 182 qui est présenté par Monsieur Masson. C'est la reprise de ce que j'ai dit, Monsieur le Président. Donc, je vais le retirer parce que je pense que, disons, comme le sous-amendement a été retiré, il en est de même à ce niveau-là. Collègue. Amendement numéro 223, il est présenté par Monsieur Bocquet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons indiqué ce matin à l'occasion de nos échanges que nous sommes bien sûr favorables fondamentalement au scrutin de liste qui garantit la parité et l'application de la proportionnelle pour toutes les communes. Cela supposerait de mettre en place des dispositifs particuliers pour les plus petites d'entre elles afin, bien sûr, de prendre en compte leurs spécificités. Plus de temps de réflexion nous aurait sans doute permis de construire des modalités de scrutin qui auraient permis cette mesure. Or, nous n'avons pas disposé de ce temps, prenons-en acte. Nous nous sommes contentés de tenter d'élargir le nombre de communes concernées par ce mode de scrutin. Cependant, il nous semble que dans les communes de moins de 500 habitants ou de 1000, comme le prévoit le texte, une première avancée serait que les listes, même incomplètes, qui se présentent, soient composées alternativement de candidats de chaque sexe. Certes, le mode de scrutin majoritaire n'assurerait pas pour autant l'élection de femmes et d'hommes, mais cependant cette mesure permettrait une plus grande lisibilité de cette volonté paritaire portée par notre Constitution et finalement favoriserait ou favorisera in fine, nous l'espérons, un plus grand nombre d'élus avec un E. Voilà le sens de cet amendement que nous vous proposons d'adopter. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, avis défavorable de la Commission, Monsieur le Ministre. L'avis est défavorable parce que je pense qu'il y a un problème de cohérence. Si effectivement on avait choisi
cet objectif-là, ça supposait de choisir un système qui soit un système à la proportionnelle, parce que sans décliner le système de liste, sans décliner les difficultés concrètes de ce à quoi vous tirez votre amendement, je pense qu'on essaye en fait, et c'est la quadrature du cercle, à la fois de garder la liberté au niveau des petites communes de candidature et à la fois d'avoir les objectifs qui sont normalement la priorité sur les scrutins de liste. Donc on ne peut émettre qu'un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Nous votons donc sur l'amendement. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'article 17 bis. Monsieur non. Eh bien, nous votons sur l'article 17 bis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. 17 bis. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il est adopté. Amendement sur l'article 18. J'ai non. Nous avons 9 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 122 tombe. L'amendement 198 tombe. L'amendement 170 rectifié tombe également. Et nous en arrivons au 225 qui est présenté. Il tombe. Ah oui, pardon. Oui. Et donc le 326 tombe également. Le 148 rectifié bis. Monsieur Laménie. Oui, alors donc cet amendement fait suite aussi à un précédent amendement dans un article précédent, un amendement de coordination par rapport à ce qui avait été que j'avais présenté précédemment à l'initiative de notre collègue Pierre-Bernard Raymond. Mais j'irai dans le cas où il y aura avis défavorable de la Commission et du gouvernement, je le retirerai. D'accord, merci. L'amendement 34 rectifié bis. Monsieur Yessepana tombe également. Il tombe. Le 104 rectifié bis, même chose. Tombe. Et le 262 rectifié, pareil, tombe également. Donc nous avons simplement... Le 148 rectifié bis. Non, ils tombaient tous. Donc nous en arrivons au vote sur l'article 18. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'article est adopté. Article additionnel après l'article 18, le 263 tombe. Amendement sur l'article 19 et annexe. J'ai une demande de parole de Monsieur Charon. Excuse-moi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'histoire du droit de vote est un chemin précieux de l'histoire de notre pays et de notre démocratie. Il est éclairé par un principe simple, un homme, une voix. Si dans l'histoire la mise en place de cet idéal fut longue et parfois douloureuse, nous devrions espérer qu'en 2012, 50 ans après l'instauration du suffrage universel direct lors de l'élection du président de la République et 67 ans après l'accord du droit de vote aux femmes et aux militaires, nous soyons parvenus à honorer au mieux ce fameux principe. Pourtant, si l'élection présidentielle respecte effectivement le « un homme, une voix », les élections locales sont soumises à la loi de la carte électorale. Il ne s'agit évidemment pas d'en contester le principe, dans la mesure où les évolutions des populations sont inévitables et la mobilité une des caractéristiques principales de la société contemporaine. Cependant, notre rôle de législateur est bien de mesurer ces évolutions
et d'y apporter la réponse la plus respectueuse du grand principe qui régit la représentativité de l'élu dans notre démocratie. Malheureusement, les ajustements de la carte électorale n'ont pas toujours été réalisés sans arrière-pensée. Il est d'ailleurs amusant de noter qu'une forme de justice immanente a souvent puni la main qui avait essayé de tordre le cou aux électeurs. Un peu de silence, mes chers collègues, s'il vous plaît. Si le président ne le fait pas, c'est à moi de le faire. C'est aujourd'hui, en tant que sénateur et élu de Paris, que j'interviens sur cet article qui modifie la clé de répartition des élus parisiens au regard des évolutions de population qu'ont connues les différents arrondissements de la capitale depuis 30 ans. Le tableau fourni en page 67 du rapport est à cet égard tout à fait clair et présente un certain nombre de problèmes quant à l'équité des variations proposées par ce projet de loi. En effet, si la population a globalement légèrement augmenté dans la capitale, nous constatons de fortes disparités dans la répartition de cette augmentation. La logique de la réforme de la répartition des conseillers de Paris devrait donc viser à rétablir les équilibres de représentation en ajustant le nombre de sièges aux évolutions constatées. Dès lors, comment comprendre par exemple que le 17e arrondissement se voit privé d'un représentant alors que sa population est stable à 0,6%, faisant passer à 14 000 le nombre d'habitants par élu, alors que dans le même temps, le 4e arrondissement, qui a vu chuter sa population de 17%, garde ses 3 sièges, ce qui équivaut à un ratio de 9 000 habitants par élu. Plus généralement, comme on ne peut en soupçonner une autre logique que celle de l'équité, quand les 3 conseillers de Paris ajoutés dans ce projet de loi l'ont été dans des arrondissements majoritairement à gauche, et que les 3 qui ont été retirés l'ont été dans les arrondissements majoritairement à droite, 7e, 16e, 17e. Les 1er, 2e et 3e, et dans une moindre mesure le 4e arrondissement, profitent d'une surreprésentation au Conseil de Paris, et ce à double titre. Leur population, prise en totalité, a fortement diminué en 30 ans, sans que cela n'affecte pour autant le nombre de conseillers de Paris qui y sont déjà et seront élus après le projet. Peut-être est-il temps de réfléchir à la question du regroupement des 4 arrondissements centraux au sein d'une seule et même entité. Pour l'heure, le projet de loi ne règle pas, mais institutionnalise un déséquilibre qui existe depuis 30 ans et qui conduit à ce que la voix d'un électeur du centre de la capitale vaut près du double de celle d'un électeur parisien autre. Comme il apparaît dans le tableau, la fourchette se situe entre 5 871 habitants par élu dans le 1er arrondissement et 15 069 pour le 5e, soit plus de 2 fois et demi. Cette disparité, qui compte plus que les évolutions démographiques elles-mêmes, aurait pu être rééquilibrée à l'occasion de ce projet de loi. Bien au contraire, elle est aujourd'hui accentuée dans les 3 arrondissements concernés par la suppression d'un siège au Conseil de Paris, en passant par exemple pour le 7e arrondissement de 11 à 14 000 habitants par élu. Il ne s'agit pas d'une réforme, mais bien d'une manipulation visant à fausser la représentation des électeurs des 7e, 16e, 17e arrondissements au Conseil de Paris. La solution la plus équitable me semble être celle proposée par l'amendement de notre collègue Yves Pozzoli-Borgo, dont je suis co-signataire, et qui consiste à définir à 2 le nombre de sièges au Conseil de Paris pour les 1er, 2e et 4e arrondissements, et à 13 ceux du 16e et du 17e. Mes chers collègues, il est de notre devoir de législateur de veiller aux meilleures conditions d'épanouissement de la démocratie et non de l'aménager indignement pour truquer ses équilibres. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Voilà pour l'examen de la réforme électorale annoncée par François Hollande lors des États généraux de la démocratie territoriale. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre journal de 19 h présenté par Michel Grossior. Très bon après-midi à tous sur Public Sénat.